sont des messages très simples. Alors j'ai un point de vue, un petit peu à la Harrington, moi j'ai un biais sur ce que je raconte, j'assume à fond. Donc tout n'est pas gris, tout n'est pas noir. C'est ce que je vais vous raconter dans le slide d'après. J'ai été consultant pendant 8 ans, il y a très longtemps. Je portais des costumes, des cravates et des chemises blanches. Maintenant je mets des jeans troués, des polos, je crois que je dois mettre une cravate par an, et encore. J'ai été entrepreneur pendant 8 ans, j'ai co-créé 2 boîtes. La star quand même du Founder Institute, de Bisparck, il n'est pas encore payé. On se lève tous quand même pour Ismaël, c'est quand même la star de demain. Chez le nouveau média. S'il vous plaît, levez-vous et applaudissez Ismaël. Moi j'ai rarement vu un mec pitcher Steve Ballmer, mais droit dans ses bottes, et à donc quoi. Steve Ballmer a dit c'est top ce que vous faites. C'est vrai ou pas? Il a fallu lui rouler une pelle tellement il était content. Hein. C'est vrai ou pas? Il a fait la bise, mais c'était étonnant. Hein. C'est vrai. Et puis voilà, un entrepreneur pas typique, hein, je l'ai entendu parler, vous voyez, de temps en temps on comprend pas tout, mais alors c'est une vraie personnalité d'entrepreneur, c'est un mec vraiment super. Vous pouvez voir mon site, il y a toute ma vie dessus, dans ce que je fais, ce que je fais pas. Aujourd'hui je fais essentiellement 2 choses, je fais des podcasts sur l'actualité technologique, donc j'ai fait ça sur le site pendant 2 ans, je le fais sur pour tous les portails vidéo toutes les semaines, dans un truc qui s'appelle On refait le Mac, avec des journalistes. On est numéro 1 dans la tech, hein, sur iTunes France. Et je suis également investisseur dans des startups. Récemment, j'ai fait Lofty à San Francisco, New York. Donc c'est un concurrent d'Airbnb, mais avec un twist. J'ai fait Getaround, je ne sais pas si vous connaissez, partage de voitures. Là, je suis en train de faire des choses dans le vin. Donc je vois beaucoup d'entrepreneurs. Et ils ont souvent les mêmes problèmes de débutants. Et on va en parler. Je vais vous parler de 3 erreurs de débutants, la deuxième étant de faire un MeToo. On y passe. Je vais vous mettre des exemples de quelques business plans. Donc si tu le remets sur internet, je suis désolé, j'ai essayé d'anonymiser totalement les business plans. C'est juste pour illustrer. Je vous ai mis quelques extraits de vidéos, vous allez voir. C'est pour illustrer. J'espère que vous en souviendrez. Et puis, bon, je vous disais, j'ai un biais sur ce que je fais. Tout n'est pas blanc et noir, on n'est pas un monde manichéen. Tout est à prendre avec un pincée de sel. Alors, Arnaud vous le dira, pendant 1 an, j'ai reçu d'entrepreneurs, 1 par heure, les mardis matins et les jeudis matins dans un café. Arnaud venait me voir, et j'en ai vu plus d'une centaine comme ça. Et ils ont souvent tous les mêmes difficultés à positionner leur boîte, à définir leur ambition, à définir ce qu'ils veulent être. Ce qu'ils veulent être. Ouais, je suis pas français, moi, il faut m'excuser. Alors, moi, ce qui me choque le plus, vraiment le mot n'est pas assez fort, ce qui me choque le plus, c'est que quand je vois les entrepreneurs, ils n'ont pas bien compris comment définir leur marché, en particulier leur marché adressable, et leur part de marché cible dans ce marché adressable. Alors ça vous semble compliqué, ça tombe bien, la deuxième session, je crois, du Founder Institute, c'est définissez votre marché, que j'ai la joie d'animer de temps en temps, Market Research. Je fais aussi le cours sur le PNL, sur Excel. Alors Excel pour entrepreneurs, hein, je le dis souvent, c'est comme la médecine de guerre. Pas très joli, mais ça marche. Et je fais aussi la dernière session, levée de fonds. Moi-même, j'ai levé beaucoup d'argent sur différentes boîtes. Donc il y a des techniques pour le faire, mais c'est des cours que j'ai donnés donc à Paris, à, je ne sais plus qui me parlait de Berlin, toi, à Bruxelles, à San Francisco, à Singapour. Je vais à Hanoï, tiens, bientôt. Et je fais Santiago du Chili aussi en janvier, ou décembre. Donc revenons, le marché adressable. Alors ce que l'on voit très souvent, c'est que, grosso modo, la plupart d'entrepreneurs me disent mon marché fait 1 milliard, $1 milliard, $1 milliard, pareil. Bon, si c'est 1 ou c'est 2, c'est pareil, encore une fois, l'ordre de magnitude, ils disent en gros, mon marché c'est 1 milliard. Et les entrepreneurs me disent aussi souvent, et moi je vais taper 1% de ce marché gigantesque. Vous dites, c'est pas possible, c'est trop simple. Vous êtes bon en maths. 1 milliard fois 1%, ça fait 10 millions. Je recommence. Un marché total d'1 milliard, sur lequel je vais aller chercher 1% de part de marché. Yeah!
je me projette sur un chiffre d'affaires potentiel de 10 millions. Je vais vous montrer l'exemple d'un BP de la semaine dernière. J'ai fait un call avec des mecs aux US. Mais voilà, c'est ce qu'ils disent. Le problème, c'est quoi? Le problème, que le marché d'un milliard a l'air gros, votre part de marché est d'1%, le problème, c'est que, hop, quelque part, comme on dit en américain, you're a very small fish in the pond. Et qu'il y a quand même 99% du marché qui est parti ailleurs. Et s'il y a 99% du marché qui est pris par d'autres sur le marché, c'est qu'il y a zéro différenciation, ou dans notre jargon, on dit, vous n'avez probablement aucune barrière à l'entrée sur votre business. Je vous assure, hein, quasiment tous les entrepreneurs font cette erreur. Alors, vous ne croyez pas, tant mieux. Voici un slide que j'ai reçu sur un BP, donc je vais essayer d'anonymiser là. Et donc les gars me disent, notre marché total, on l'estime, alors pour différentes techniques, déjà il faut les croire, et moi je ne crois pas Gartner, Forrester, IDC, tout ça, mais ils me disent en gros, notre marché c'est 2,8 milliards. On a un petit peu travaillé, notre marché adressable, le TAM, Total Addressable Market, est de 840 millions. Je vous ai dit 1 milliard tout à l'heure, à peu près. Ok, ils ont bossé. Mais là, je leur dis, mais vous l'avez découpé en 3. Donc, sur votre plan d'exécution, c'est quoi? Les 3 premières années, on va d'abord travailler sur les États-Unis, ça tombe bien, c'est les Américains, et le Canada. Pour leur secteur, il n'y a rien à faire au Canada. Et puis après, on ira voir 5 autres pays, c'est la partie verte. Et rest of the world, non, il n'y a rien à faire dans le rest of the world. En fait, ça fait 140 millions. Ça, c'est leur marché cible sur lequel ils veulent opérer. Et sur lequel ils veulent prendre, se disent, ouais, on a une solution, on est trop fort, on va prendre 40% de part de marché. Mais sur lesquels 5 à 10% seront payants, parce qu'ils ont un modèle soi-disant freemium. Donc ils vont contracter le marché. De 140, il y a 35% de ça qui vont nous dire gratuit. Et donc, quelques slides après, ils ont un autre super slide, très fier, et me disent, voilà, nos projections de chiffre d'affaires, grosso modo, c'est 15 millions de dollars. Donc je fais un calcul, hein, je fais vite. Je me dis 15 millions de dollars sur un marché de 2,8 milliards, ça fait 0,5%. Non, pardon, j'ai fait une erreur. On parlait du marché adressable, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils ont travaillé, ils ont raison. Alors, 15 millions de chiffre d'affaires sur 840 millions, ça fait 1,8%. Je reviens à mon premier slide tout à l'heure. Quasiment tous les entrepreneurs vous parlent d'un marché qui fait grosso modo 1 milliard, ils veulent grosso modo faire 1% de chiffre d'affaires. Et ça veut dire que 99% du business va ailleurs et ils n'ont pas de barrière à l'entrée. Pas terrible. C'est pas très excitant pour un investisseur. Autre slide de notre business, rien à voir, il m'a été envoyé des Émirats Arabes Unis. Donc les gars me disent, on va démarrer avec notre marché cible chez nous. J'ai eu la même chose à Berlin sur une session, c'était des gens qui avaient fait un service de taxi. On va démarrer d'abord en Belgique, et puis après on va s'étendre, on va aller chez Luxembourg, puis en Hollande, puis en France. C'est pareil. Je vais d'abord démarrer chez moi, parce que c'est le marché que je connais. Tant mieux, hein. Tant mieux. Et puis je vais m'étendre chez le voisin. Mais c'est pas la bonne approche. C'est peut-être la bonne réponse, mais c'est pas la bonne approche. Je vais commencer chez moi parce que je suis confort. Parce que je connais des gens. Parce que le tonton de ma grande-tante travaille à la banque, il peut peut-être me faire un prêt. Il y a toute une approche totalement différente. Un garçon qui s'appelle Fabrice Grindard, je ne sais pas si vous le connaissez. On en voit quelques-uns. Et lui s'est dit, tiens, lui il est spécialiste de la copie. Donc c'est un contre-exemple, pas du mytho, j'y viens. Il s'est dit, je vais lancer OLX. OLX, c'est le Craigslist pour le reste du monde. Il adorait Craigslist. Je ne sais pas si vous connaissez Craigslist. Service de petite d'avance aux États-Unis. Et il s'est dit, je vais faire Craigslist pour le reste du monde. Donc OLX, c'est Online Exchange. Et lui, il s'est dit, bon, ça va marcher où, OLX? J'en sais rien. Il a pris 100 pays
Toi, t'es bon matin. Donc il a pris sans payer et il s'est dit, je vais mettre 50 000 $ d'AdWords, Google, et je vais voir ce qui fonctionne. 50 000 fois sans payer. 50 millions. Non, 5 millions. 5 millions. 5 millions de $. Clac, étude de marché. Je vais payer moins quand même. Et donc en quelques mois, il a testé et il s'est rendu compte qu'il avait 4 marchés qui fonctionnaient. Brésil, Russie, Inde et Portugal. Et il focus sur les 4 marchés qui ont fonctionné. Très méthodique. Donc ça, c'est quand on n'a pas de temps et qu'on va être très gros. Ça tombe bien, il a vendu un petit bout de la boîte pour 200 millions d'euros au début de l'année. La boîte d'avant, il avait vendu 80 millions. Question, les 5 millions, ils ont autofinancé? Non, il a levé sur cette boîte. Petite parenthèse. Et désolé pour les dames dans la salle, mais une jolie fille, en principe, dans un bal, il y aura toujours quelqu'un pour l'inviter à danser. Une start-up qui fonctionne, qui a de l'ambition, il y aura toujours un investisseur qui viendra la draguer. Ça se passe comme ça, vous avez de l'attraction, vous avez un petit peu de presse, ça démarre, les gens qui s'en servent, il y a toujours quelqu'un qui viendra vous voir. Donc mon point de vue pour un financement de boîte, préoccupez-vous du business et pas du tout des investisseurs. Ils arriveront tout seuls. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on se dit qu'on veut faire juste 1 milliard en marché cible, difficile à bouger, ou 1% de part de marché? Eh ben on prend un marché différent, un marché plus gros. Alors ça ne peut pas être vraiment plus gros. Vous connaissez la taille par exemple du marché du jeu vidéo? 15 milliards. Qui a dit 15 milliards? Qui dit moins? 100 Qui fois plus. dit plus? 100 fois plus. Non, pas 100 fois. Oh, c'est bon en maths. Donc 15 milliards 60. Il y a trop de chiffres. Non, ça fait trop là. Combien de plafond? Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Le marché du jeu vidéo? J'entends pas. 30 milliards. Ah, il dit plus. Qui dit plus? Peut-être 40 000. 40 milliards. Bon, allez, je vais vous aider. Le marché du cinéma dans le monde, c'est 87 milliards de $. 100 milliards. 100 milliards. Putain, j'aurais dit le commissaire priseur, c'est trop bien. 150. Non, mais qui dit plus? Non, c'est grand public, ça fait 5 milliards. dans le jeu vidéo, c'est 83 milliards. Et ça grandit, ça a peut-être dépassé maintenant le cinéma. C'est 60 milliards l'édition de soft, 23 milliards le hard. Les consoles essentiellement. Mais l'ordre de grandeur, vous voyez, un marché gigantesque, énorme, c'est ça. La publicité en ligne, c'est combien? Ça fait combien Google? Ouais, c'est bien, bonne question, c'est combien Google? La publicité en ligne, c'est combien? Quand hier, Worldwide. Worldwide. 500 milliards. Non, ça c'est le marché de la publicité totale. 500 milliards, c'est total. C'est télévision, radio, print, affichage, 4x3. Combien? Toi tu dis? 50. Moi j'étais à 10 chez le 2 ans. Tu as dit c'était un? 75. 75. Et toi tu dis? 50. C'est lui juste fait. 50 milliards. Donc vous voyez qu'on a un marché cible d'1 milliard, c'est difficile. Et dans les 50 milliards, combien c'est le display? 1. Combien? Non. 2, 3. Numéro 1 mondial du display, vous savez qui c'est? Facebook Société. Facebook, absolument. Ils ont 2 tiers du marché. Incroyable, hein, en 2 ans. En gros 6 milliards Facebook, le marché du display, Facebook fait en gros 4 milliards. Donc avoir un marché plus grand que 1 milliard, c'est quand même compliqué. Il faut vous apprendre ces ordres de grandeur. Et ça, vous les verrez, on fait un cours là-dessus sur les ordres de grandeur des différents marchés. En revanche, partir en se disant je prends un marché et je vais avoir 1% de ce marché-là, c'est une très mauvaise idée. Ou alors, il faut avoir quelque chose d'extrêmement différent. Pendant très longtemps, Apple avait moins de 10% du marché des ordinateurs portables. Ils l'ont dépassé l'an dernier, je crois.
La première fois, ils ont eu plus de 10% des ordinateurs portables. Mais ils avaient 90% du marché des ordinateurs de plus de 1000 $. Donc c'est ce que je vous mets là, c'est choisissez votre marché, et là-dessus vous n'êtes pas dernier, vous n'êtes pas 1 sur 100, là-dessus vous êtes numéro 1 ou numéro 2 mondial. Sur ce marché-là. Alors pourquoi mondial? C'est l'exemple de Helix, c'est qu'il y a plus de chances en diversifiant les différents marchés d'avoir plus de taille. Parfois, vous pouvez être très gros sur un seul marché. Je prends l'exemple de Free. Combien d'abonnés chez Free? 400 000. 400 000. Qui dit plus? 5 millions. 5 millions. Qui dit moins? Oh là là, vous ne connaissez pas vos chiffres. Hein. 4,7, 4,8. Oui, pas loin là, pas loin. Mais Xavier, il était juste un petit peu en dessous de 4 millions, il rachète Alice, il tape 4,6, il vient d'en prendre 200 000, et la croissance de son marché n'est pas possible. Et son ARPU, donc revenu moyen par utilisateur par mois hors taxe, est en gros à 36, bougez pas. Comment il augmente le chiffre d'affaires de sa boîte? Hein? Il se diversifie. Qu'est-ce qu'il fait? Téléphonie mobile. Eh ouais, t'es bon toi. Et ouais, mais c'était ça le problème, c'est qu'une boîte qui était 1 milliard, 1,5 milliard, 2 milliards de chiffre d'affaires, multiple à la bourse, c'est 2 fois le chiffre d'affaires, et c'est tout parce qu'il n'y a pas de perspective de croissance. Et elle se dit, je me diversifie, changer une produit. Anyway, prenez votre marché, il faut un très gros marché, et il vous faut une grosse part de marché, ou alors un marché cible dans lequel vous êtes extrêmement fort. Alors pourquoi c'est important? Parce que mathématiquement, ça donne le chiffre d'affaires potentiel de votre boîte. J'ai vu les 15 millions des mecs. Mais aussi important pour vous, boîte en création, ça définit votre valorisation potentielle. Alors on fait un cours là-dessus, je ne vais pas en parler là. C'est les problèmes de multiples qui disent, voilà, si votre mission est petite, votre valorisation soit minuscule. Souvent, vous valez moins que ce que vous voulez lever. C'est difficile, vous perdez le contrôle tout de suite. Ton prénom? Vanina, j'adore ces tatouages. Vous les avez vus, ces tatouages? Lève le main. C'est top, hein? Eh ben, deuxième problème que je vois avec les entrepreneurs, il faut vous mettre dans la peau de l'investisseur. Oh putain, le 10e projet qui veut concurrencer Birchbox. Vous connaissez Birchbox? Vous connaissez pas Birchbox? Ah, ils étaient à la traîne quand même. C'est l'un des exemples d'une des dernières tendances aux États-Unis. C'est le commerce électronique par souscription. Je m'abonne et je reçois des trucs. Alors sur Birchbox, c'est pour les femmes, je m'abonne, je sais plus combien ça coûte, 10-15 $ par mois, et je reçois des échantillons de cosmétiques tous les mois chez moi. Ça existe également pour la bouffe, vous recevez de la bouffe chez vous tous les mois, ça s'appelle Foodsie. Ça existe pour les chaussures, ça s'appelle Shulazo. C'est un business model qui se développe. En Europe, vous allez trouver Glossybox, Jollybox, etc. Underwear. Man patch. Man patch, there you go. People that don't want to wash their knickers. Ça existe également avec les chaussettes, hein, les chaussettes en ligne, etc. Pour un investisseur, c'est fatigant, quoi, parce que une fois qu'il a vu le 10e projet arriver, il se dit mais what's new? Et vous, le problème, c'est que quand c'est des boîtes toutes jeunes comme ça, vous savez pas qu'il y en a d'autres. C'est comme il y a 3 ans ou il y a 2 ans et demi, tous les concurrents de Groupon qui arrivaient, les Daily, les Booking, etc., ou les concurrents d'Airbnb il y a 4 mois à Paris, il y en avait partout, tout le monde voulait faire un truc comme ça, ou les réseaux sociaux il y a 3 ou 4 ans, tout le monde voulait en faire, etc. Parce que nous, quand on vous regarde, nous on voit le petit chaton. Et vous, quand vous vous regardez, vous voyez, ouais, je vais être super gros. Donc, les MeToo, c'est pas terrible quand il n'y a qu'un MeToo. Je vais faire la version européenne de ça. Et le problème aussi, c'est qu'il y a des champions du MeToo. Vous connaissez les champions du MeToo en Europe? Les frères Zemler. Les frères allemands qui s'appellent? Zemler. Hein? Zemler. Non, ça c'est des saxos, les Sanders. Les Sanders. Ouais, Marc, Oliver, et je ne connais pas le troisième. Ils ont tout copié avec une vitesse d'exécution folle. City Deal, en 7 mois, ou 8, 9 mois, 11 mois, je ne sais plus, ils étaient 700 personnes, revendus à Groupon. Mais avant, ils avaient copié, hein. Littéralement, il y a du code Facebook. Il y a juste changé la couleur. Il s'appelait Study Cloud 7, ils ont vendu un truc. Et après, ils ont mis 70 millions dans Facebook.
Enfin, c'est les champions, ils ont copié Birchbox, Cossybox c'est eux. Airbnb, ils ont copié, ça s'appelle Window. Enfin, c'est le Blitz là-dessus. Moi, j'ai failli faire un concurrent d'Airbnb, j'ai bossé dessus 4 mois. Quand j'ai entendu que les frères Samoa se lançaient sur le créneau, j'ai arrêté. Mais littéralement, hein, j'ai appelé l'agence avec qui on bossait, j'ai dit je vous dois combien parce qu'on arrête. Et 3 semaines après, Airbnb a levé 100 millions de dollars. Et les frères Samoa, une semaine après, on sait qu'ils mettaient 90 millions dedans. Donc faire un concurrent d'un MeToo, d'un truc américain, c'est compliqué. Sauf, et je voudrais avoir le premier intervenant de la soirée, si vous faites un truc un petit peu différent. Alors, tu m'as dit le son, c'est où? Tu mets dessus? Tu mets le micro sur ton... Vous entendez là? As a result, I think that made me very independent. You know, you can do something on your own. You don't have to listen to everybody else. They can be wrong, and you can still go your own way. I learned that if say you're writing a program, leave out a whole bunch of things that almost don't matter, but do the core of it very well. And sure, a lot of people would look at it and say, you don't have 500 things. No, I've only got 20 things, but they do all the job. And I got good at that. I took it as my goal to design a very simple, affordable computer, which I knew how to do, and give it to the others. And I did. I passed it out for free, no copyright notices, no nothing. And that's when a friend said this club started up. It was the Homebrew Computer Club. They had a lot of social thinking combined with computers that were affordable. Then I finally got the tools one night. I got the time. I designed everything, thought it out. Went in, started putting chips in a board, soldering every wire on, testing, looking on oscilloscopes, debugging. Oh my gosh, I made a mistake in the design. Fix it over here, move a couple wires, put a new chip in. Or, oh my gosh, there's a problem here. Oh, 2 wires must be touching each other. And I fix it. And I get the thing working. Alors, je vous ai pas mis tout l'extrait, mais ce qu'il vous dit là, c'est extraordinaire. Le type il dit, j'ai suivi mon instinct, j'ai pas copié, j'ai pas trouvé du premier coup. Je sais pas si vous avez entendu l'itération pour le faire. Et puis à la suite, il vous dira, et après il a rencontré Steve Jobs à ce club, et Steve a dit, ben, on va le vendre. Il dit, bah non, je vais le vendre en kit et chacun va le monter. En fait, personne ne voulait le monter, et les gens étaient prêts à l'acheter. Et ils ont trouvé une voie. Mais si vous voulez copier quelque chose, parce que ce n'était pas les premiers à faire à l'époque d'ordinateurs personnels en kit, il y en avait plein hein, dans la Belge. Donc le club en question, le Homebrew Computer Club, il avait plein qui faisaient ça. C'est trouver quelque chose de différent. Et lui, ce qu'il dit là, c'est qu'il n'y avait que 20 fonctions qu'il faisait, il ne faisait pas tout le reste. Mais il avait simplifié au maximum son produit, mais ça faisait suffisamment, on parlera du MVP, le Minimum Viable Product, et il le fait bien. Il le fait sur Minimum Viable Product bien. Alors, il faut de l'itération, différenciation, de l'itération, mais il faut être extrêmement focus. Et ça, c'est un mal français énorme. On veut toujours faire le meilleur produit possible, et on veut tout faire. Et on veut jamais shipper, et on veut jamais vendre, et on ne veut jamais faire de marketing. Et on parlait du camping tout à l'heure, les mecs disent ouais, mais il faut qu'on modifie, Je dis oh, on sort le produit. Et on regarde ce que dit le marché. D'ailleurs, il y a un mec qui le dit mieux que moi, et ce mec-là, moi, il m'impressionne à fond, quoi. It's really a mindset. You have to decide we're going to try to do things differently. Well, provided that they're better. You shouldn't do things differently just because they're different. They need to be different and better. But I think you just have to sort of decide. Let's think beyond the normal stuff and have an environment where that sort of thinking is encouraged and rewarded, and where it's okay to fail as well. Because when you try new things, you try this idea, that idea. Well, a large number of them are not going to work, and that has to be okay. If every time somebody comes up with an idea that has to be successful, you're not going to get people coming up with ideas. Ce qu'il dit Elon, c'est que
On peut copier, mais il faut le faire mieux et pas avoir peur de se planter. Hein, c'est comme vous, hein, on va virer la moitié des gens, j'imagine cette promo pareil, mais il faut essayer. Il faut essayer, il faut que ce soit bien en se disant pas je me suis planté, ça n'a pas marché, move on, prochaine idée. Alors j'aime bien ce mec, parce qu'il a fait beaucoup d'argent, il s'est fait 180 millions de dollars sur PayPal, et à 34 ans, il se dit tiens, il paraît que dans 40 ans, il n'y a plus de pétrole. Et aux États-Unis, il n'y a plus de pétrole, ça veut dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de voitures. Aussi, il fait du solaire, mais plus de voitures. Bon, bah, il est où le problème? Je crée des voitures électriques. Il est où le problème? Je me fais un premier concept avec une voiture de course. On a vendu 1500 aujourd'hui, ou 2000 peut-être. Après, on fera une berline. Une fois qu'on aura totalement maîtrisé la technologie, on pourra le déployer dans une voiture type Volkswagen. Petite ambition quand même. Hein. Petite ambition sur un marché. Bon, il ne fait pas que ça, hein. Il fait plusieurs boîtes en même temps, il fait également des fusées. Donc il a 40 ans aujourd'hui. Hein. Il fait des fusées commerciales qui, ça y est, sont allées dans Outer Space. Ça s'appelle SpaceX. Si vous voulez lire l'histoire d'Elon, c'est incroyable. Maintenant, c'est en ligne sur Wired. Il y a un énorme article sur lui sur Wired d'octobre dernier. C'était top. Ouais. C'est un roommate d'ADO SI. Ils se connaissent bien. Mais le mec, il est totalement bluffant. Il s'est dit voilà, gros problème, grosse opportunité, grosse différenciation, et pas peur de le planter. Et lui, il a failli se planter tellement de fois sur Tesla, c'est hallucinant. Il s'est planté plusieurs fois. Et il a, in extremis, sauvé la boîte à chaque fois en mettant son cash, en vendant des trucs. Il a fait rentrer Toyota, il fait l'histoire, c'est incroyable comme il a fait rentrer Toyota, Mercedes au capital, vraiment c'est. Le mec, il est vraiment bluffant, mais extrêmement intéressant. Donc là, je vous disais, premier problème, petit marché ou petite part de marché. Deuxième problème, on fait que copier. On n'invente pas des gros trucs en se disant grosse opportunité. Ça peut marcher, mais en Europe, il y a les Samware, c'est une bonne idée, ils vont vous copier plus vite que vous. Ou alors, il faut que vous soyez aussi fort que les Samware. Ils ont un peu plus de cash que vous d'avance, quoi. Quand ils lèvent 90 millions, c'est leur poche. Troisième problème que je vois souvent, et je vais en parler juste un tout petit peu, mais c'est insidieux comme problème. On le voit très souvent. C'est que beaucoup d'entrepreneurs s'enthousiasment sur un projet, sur une fonctionnalité, sur une feature. Et une feature, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre peut copier très vite, rajouter très vite sur son produit. Si on démarre avec une feature compagnie, et on en reparle sur un autre cours, faire un produit, c'est compliqué. Si on démarre avec un produit, arriver à une solution, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais vous l'illustrer avec deux exemples. Vous voyez, Twitter a inventé la mise à jour de statut. Enfin bon, en gros, ils ont fait le SMS sur le web. Bon, ben, il y a Google qui fait la même chose, il y a Facebook qui fait la même chose. Alors, les dés sont pas jetés, ils se sont un petit peu différenciés, ils ont fait un truc super, mais quand même, hop, c'était copié. Foursquare avance le check-in, hop, c'est copié. Friendfeed se dit, tiens, je vais agréger tout votre flux de différents services, hop, ben, tiens, ça y est, la timeline de Facebook, hop, fini. Instagram fait des filtres sur les photos. Je crois avoir lu plusieurs papiers comme quoi il va y avoir des filtres sur les photos sur Facebook dans pas longtemps. End of story. Feature company, c'est pas bon du tout. Il y a plein de gens qui le font. Et je me souviens de gens qui étaient venus voir et me disent ouais, j'ai une super idée, je vais faire des avatars 3D pour les clients de chat. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque on pouvait acheter des petits wallpapers, tout ça pour faire son client de chat. Ouais, il sera en 3D, c'est génial, c'est super. Je sais pas. Alors, par exemple, Caméra Plus, je sais pas si vous connaissez. C'était sorti à l'époque sur iPhone 3G ou 3GS, je sais plus. Et ce que ça permettait de faire, c'est un truc que ne faisait pas l'iPhone. Incroyable, on pouvait zoomer dans la photo. On pouvait taper sur sur l'image et ça faisait la mise au point et la prise de lumière là où vous avez tapé dans la photo. Incroyable, vous pouvez activer le flash. Ah oui, iOS 4 fait tout ça maintenant. Au revoir. Feature Company. Il y a beaucoup de ça dans les startups que je vois. Vous avez parlé des micros, l'appareil de photo qui Ça, permet c'est autre chose. de rendre un arrière-plan fou. Ça, c'est... Alors qu'est-ce que vous en pensez? Off, après, ça c'est un autre sujet. Ok. Lightro, c'est un autre sujet. Donc, à nouveau, petite part de marché au marché très mal défini, il y a très peu d'ambition. On voit ça tout le temps. Deuxième,
Ici, vous faites un MeToo. C'est pas assez original, c'est pas intéressant. T'as des MeToo, Ismaël, dans ce que tu fais? Je pense pas, hein. C'est pas un MeToo. Lui, il fait un logiciel de réservation. Vous allez sur les pages jaunes, par exemple, vous avez un petit bouton genre like pour Facebook, +1 Google, ou réserver maintenant. Chez votre médecin, votre dentiste, etc. Solution que développé Ismaël avec toute son équipe. C'est pas un MeToo. Beaucoup plus de chances de succès. En plus, il exécute comme un gros cochon, donc, comme un gros champion. Donc ça va très bien. Et puis des gens qui adressent un problème trop petit, qui ne résolvent pas un vrai problème, et ça fait des feature compagnie. Alors, je vais juste vous mettre le début de la prochaine vidéo, parce que je trouve ça assez marrant, ça illustre un petit peu ça, des gens qui se disent, tiens, est-ce que je vais faire un petit truc, ou est-ce que je vais faire un gros truc? Bill built the first software company in the industry. And I think he built the first software company before anybody really in our industry knew what a software company was, except for these guys. And that was huge. That was really huge. And the business model that they ended up pursuing turned out to be the one that worked really well, for the industry. So I think, but the biggest thing was Bill was really focused on software before almost anybody else had a clue that it was really the software. That's what I see. I mean, a lot of other things you could say, but that's the high order bit. And I think building a company is really hard, and it requires your greatest persuasive abilities to hire the best people you can and keep them at your company and keep them working, doing the best work of their lives, hopefully. And Bill's been able to stay with it for all these years. So, Bill, how about the contribution of Steve and Apple? Well, first I want to clarify, I'm not fake Steve Jobs. Après, il dit, bon, il a pris la boîte d'ordinateur personnel, grand public, blablabla, on connaît toute l'histoire, mais c'est intéressant, c'est des gens qui ont pris un problème, un gros problème, en gros. Alors, je vais vous donner juste 2 points de vue pour vous réfléchir à votre business, pour vous poser la question si vous voulez venir avec nous au Founder Institute rigoler pendant 4 mois ou pas, vous prendre plein de tartes et plein de coups, mais ça vaut le coup. Le premier, il y a ce bouquin-là, qui est très bien. Je ne sais pas qui l'a lu dans la salle. Personne. Aïe. Ceux de la session d'avant vous diront que je cite plein de bouquins qu'il faut lire. Il est très très bien. Il analyse 20 sociétés qui ont très bien performé, et ils vous disent pourquoi elles ont bien performé. Ils font une théorie. La théorie, c'est le Big, Hairy, Audacious Goal. Il y a une entrée sur Wikipédia, allez voir. L'objectif bien poilu là-dessus. Je vais donner un exemple de Big, Hairy, Audacious Goal. J'y vais, ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas un moment une malédiction d'Il Toulas qui disait que toutes les compagnies qui ont été citées dans le livre ont fait ça ne change pas la thèse. Peut-être, je ne la connais pas, mais peut-être. Il a fait d'autres bouquins après, From Good to Great, etc. Je vais vous donner un problème. Vous reconnaissez ce bonhomme? C'est quoi le problème? Alors, on parlera tout le temps de pain in the market. Hein? Ça vous dit rien? Il peut pas sur sa tourner la mort. tête. Hein? On ne sait pas trop comment il est mort. Si, c'est craché sur un MiG 15 ans après, ouais, mais on ne sait pas pour s'il a été craché, course classique. Non. Le 12 avril 61, c'est le premier homme à être allé dans l'espace, à avoir fait le tour de la Terre. Et c'est un? Non. C'est un soviétique. Aïe, on est en pleine guerre froide. Merde. Google Plus a l'air d'avoir plus de traction. Merde, problème, qu'est-ce que je fais? Gros concurrent. Réaction, 12 avril 61. Réaction, mai 61. 5 semaines après.
necessary. But the facts of the matter are that we have never made the national decisions or marshaled the national resources required for such leadership. We have never specified long-range goals on an urgent time schedule, or managed our resources and our time so as to ensure their fulfillment. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. Les funds, les moyens avant this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. C'est ça un bel objectif ambitieux. Il n'a pas dit, ouais, on s'est fait niquer par ce. Il le dit un petit peu juste avant. Il dit 57, on a envoyé la petite chaîne, Laika, etc. Et je me dit, voilà, gros problème. Ce qui est très intéressant, moi je trouve, c'est 5 semaines après. Réaction, Google+, hop, Facebook Timeline. C'est pareil pour vous. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est la vision. Et une vision qui va durer combien de temps? Vous vous souvenez? Ouais, 8 ans. Et en 8 ans, un truc qui n'avait jamais été fait, et 5 semaines après le premier homme qui va dans l'espace, hein, qui revient, ils se disent non seulement on a ça, mais l'ambition c'est que nous, se dit, on a les moyens et les ressources, et une ambition de mettre un mec sur la Lune et le ramener safely. La preuve? C'est cool quand même, non? Problème, réaction. Et quand vous le regardez, c'est quand même de l'inspiration qui fonctionne pour votre boîte et c'est la vision pour votre boîte. Vous dites, voilà le marché énorme qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va faire? Extrêmement intéressant. Alors, il y a une citation qu'on va retrouver partout. Vous ne savez pas qui c'est Les Brown. Vous connaissez Les Brown? Alors, je vous ai mis un petit peu de Les Brown, il est très marrant quand même. The people that are going to make it in the future, the people that are making it today, let me share something with you. History is being read, but it's also being written by people with imagination. J'aime bien ce qu'il dit. People with imagination. Vous pouvez le faire. Hein. Donc bon, c'est un speaker motivationnel, machin, tout ça, l'américaine, genre gospel, mais très intéressant. Donc, premier truc auquel il faut penser, grosse vision, grosse ambition. Ouais. Là, les exemples que vous citez, c'est super intéressant, c'est quand même des grosses histoires d'argent. Tout à l'heure, on a vu Groupon. Ils ont commencé par The Point. Ouais. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ouais. Ils ont fait un pivot et ils ont entièrement changé. Ouais. Foursquare, il y avait GoWalla. Ouais. Ils se sont tués entre eux. Facebook a repris plein de principes de Foursquare. Ils ont lâché Facebook, le Places. Pas tout à fait, mais non, c'est intégré par défaut surtout. Et toutes les boîtes qu'on voyait en dehors du glouton Google et Facebook, c'est des boîtes qui ont fonctionné quand même. C'est un Pac-Man. Ouais, le glouton. C'est pas une histoire d'argent quand même. Dans la majeure partie de ces boîtes-là, c'est que ça. Pas que. C'est une très bonne question sur la partie argent. En fait, ma question c'est combien vous considérez qu'il faut mettre au minimum pour lancer un projet qui soit pas d'aller sur la Lune? 20 000, 15 000, 20 000 euros max. Par rapport à quand moi j'ai démarré il y a 10 ans, c'est... Avec ça, on peut faire un truc avec des ambitions. Clairement, bien sûr. Bien sûr, parce que si un projet marche, pour son attraction, la vision est bien articulée, petit à petit le financement va arriver tout seul. Vraiment. Personne ne fait de communiqué de presse quand ils prennent un prêt à la banque. Pourtant, c'est un financement comme un autre. Et d'ailleurs mieux que d'avoir vendu un bout de la boîte. En cas de plus-value. Parce qu'on a tout le capital, on rembourse le petit bout et on s'est fait une énorme plus-value. Par exemple, un jour il y a eu un communiqué de presse de Zeveniel qui était à mon board et qui disait Free, Iliad, lève 1 milliard d'euros pour déployer la fibre en France. J'ai dit, bah dis donc, il y a l'effort. Il me dit, oui, avant le V800 ou 600, ça ne faisait pas la tête des gens. C'est un financement comme un autre. Alors maintenant, juste sur le point des exemples que je prends, c'est pour illustrer le feature contre le product. Moi, il y a des boîtes auxquelles je crois et d'autres auxquelles je crois beaucoup moins.
parce que ça n'apporte pas suffisamment de valeur sur le marché, soit pour exploiter une opportunité. Les réseaux sociaux avant Facebook, il y a quelques-uns, mais on n'avait pas vu l'opportunité. Le Walkman, on n'avait pas vu l'opportunité. L'iPad, on n'avait pas vu l'opportunité. C'est une sorte de futur. Facebook, c'est que des ajouts de features. Bon, voilà. Ok, on va le prendre offline, et d'autres qui répondent à un vrai besoin. C'est ça la différence. Juste pour finir la presse, je vous disais, c'est beaucoup plus facile de lancer votre boîte avec une grosse ambition que d'un truc tout petit qu'on voyait au début avec les petits poissons, avec 1%. L'autre, et pour l'entrepreneur, c'est une vidéo que j'ai faite à 9h du soir, en 2005, et c'est mon camarade Gilles qui a vendu sa boîte à 6h du matin, donc 9h après, pour 140 millions $. Alors, si tu donnais un conseil à un entrepreneur, Je lui dirais, c'est très bizarre parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Curieusement, je vais lui dire un truc un peu abstrait, mais je pense que c'est vraiment le truc le plus important pour moi. C'est d'y croire et d'y croire. Et en fait, curieusement, quand on y croit vraiment, on est capable de complètement remettre en question son business. Et c'est pas une question idéologique, c'est une croyance vivante, c'est-à-dire de se dire c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Je sais pas comment, mais je vais trouver le truc. Et si ça marche pas, j'irai rien comme ça. Merci. Ça répond à la question du pivot. On peut pivoter plein de fois, enfin changer de business model, se réinventer. Mais en tant qu'entrepreneur, la probabilité est quasiment absolue que tout le monde va vous dire votre truc c'est nul. Où est-ce qu'il y a un modèle US? Où est-ce que vous faites du chiffre d'affaires? Ou c'est qui vos partenaires? Et l'entrepreneur, il n'y a pas de chef au-dessus. Il se lève tous les matins et se dit j'y crois à mon truc. N'est-ce pas Ismaël? À fond. Et c'est ce qui fait qu'on va y croire. J'aurais pu vous mettre des extraits de plein d'autres mecs qui disent exactement la même chose. Donc la persévérance, pas la persévérance stupide. Parfois on se rend compte à l'évidence que ça ne marche plus. Je pourrais vous citer Benoît Bergeret qui avait fait une très belle boîte financée très bien par Atlas. Quand l'iPhone est arrivé, l'iPhone a tué son marché. Et il a continué encore 2 ans, il n'aurait pas dû. C'était mort. Au moment où il restait encore 500 000 $ en caisse, il dit bon, je ferme la boîte parce qu'il n'y a plus de marché. Mais à part ces exemples-là, il faut se dire, grosse ambition, il faut y croire vraiment. Une fois qu'on a fait la checklist, alors il y a combien? 14 cours, 13 cours au Founder. Ouais, et à chaque fois, on va passer un point de checklist. On va regarder le marché, la vision, le positionnement. On va regarder le marché, les concurrents. On va regarder les finances, on va regarder les ressources humaines, on va regarder les partenariats, on va regarder la propriété intellectuelle, etc. La structure de la boîte. Et une fois que vous avez fait toute cette checklist et que votre projet est toujours cohérent, mais il faut foncer, quoi. Il faut foncer. Et ce qui est absolument incroyable, c'est les ressources que vous allez trouver au fond de vous. Alors, je vous le dis, pour accompagner et monter plusieurs boîtes, même quand vous êtes au pire du trou. Moi j'ai dormi dans la salle machine, j'étais chez Gloria à l'époque, c'était le Netflix français, MeToo. Et parce qu'en hiver, il faisait quand même chaud dans la salle machine, derrière les machines, donc je dormais par terre au bureau. C'est chaud parfois. Et bien parfois vous trouvez des solutions au dernier moment, ou juste en étant extrêmement imaginatif, comme disait Les Brown tout à l'heure. Alors j'ai trouvé un extrait que moi j'aime bien, vous allez dire mais il met trop de films ce garçon, mais qui va vous illustrer ça. Et ce qu'il va raconter ici, c'est on n'a plus de munitions. Plus de munitions dans une bataille, c'est un peu compliqué. Vous demandez quelque chose? Non. Oh, le micro là. On a goûté. Non, je sais pas. On dit si on reste là, on ne peut pas tirer parce qu'on n'a plus de munitions. Monter des baïonnettes. Le mec il dit quoi? So fix bayonets. Ellis, wait, Ellis, you take the left wing, I'll take the right. I want a right wheel forward of the whole regiment. What, do you mean charge? Yes, but here's what we do. We're going to charge swinging down the hill. Just like we pulled back this left side of the regiment, now we're going to swing it down. We swing like a door. We're going to sweep them down the hill just as they come up. Understand? Does everybody understand? Yes, sir. Okay, Ellis, you take the left wing. When I get to command, tout ça, mais down to the right. si
c'est tellement vrai, on n'a plus d'idées, mais vous arrivez à avoir des idées. J'étais avec des mecs tout à l'heure, ils disaient tiens, on peut pas faire ça comme ça, en argent, on va prendre le marketing. Ben, partenariat, ça marche, en bartering, ça marche, il y a toujours des idées pour continuer. Bon, je vous la fais courte, Joshua Chamberlain était un prof d'école ou un truc comme ça. Il s'est retrouvé à la guerre par hasard, la guerre de sécession américaine, guerre civile. Et ben, il a eu la médaille Freedom, machin, ils ont chargé la baïonnette, ils ont repoussé les confédérés et ils ont tenu la colline. Grand moment héroïque du gars, c'est complètement débile mais intéressant. Plus de munitions, plus de cash, hein, c'est pareil. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire d'Airbnb. Les fondateurs d'Airbnb. Plus de cash, leur truc ne marchait pas, ils ont fait des céréales avec la tête d'Obama et la tête de McCain. Et ils ont bouffé leurs céréales pendant 3 mois. Ce qui fait qu'ils ont été pris dans le Y Combinator avec Paul Graham, et aujourd'hui c'est un succès phénoménal et ça vaut 2 milliards. Mais regardez la vidéo des fondateurs d'Airbnb, ils ont vraiment bouffé leurs céréales pendant 3 mois, ils n'avaient plus rien. C'est pareil. C'est pareil. Ouais, charge la baïonnette. Hein. Je trouve que j'ai fait vachement de références militaires. Hein. Ouais. Bah, lisez l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est vachement bien. Ouais, charge, ok. Donc, en synthèse, je vous ai parlé de 3 choses. Je vous ai dit, gros marché, grosse part de marché défendable de référence. Si vous allez copier quelque chose, il faut apporter quelque chose de très différent, et souvent c'est l'innovation qui vous aide. Laissez de côté les feature companies, pensez à une grosse solution, et on en reparlera dans le cours Market Research. Et il y a 2 approches, en tout cas, qu'il faut vraiment se poser. Un, c'est vraiment une très très grosse ambition. Et l'autre, c'est de se dire qu'il n'y a que vous qui le savez comment le faire. Alors, je vais peut-être raconter quelque chose de complètement farfelu. Je vais prendre ton point, des exemples vachement marrants, ça sort de nulle part. Il y a un garçon que j'aime bien, qui s'appelle Fabrice Grinda, qui était sur scène au web en 2009, une interview de 25 minutes, et ça commence, je vais vous montrer à la minute 20, et on lui demande, toi qui investis dans des boîtes, on a fait une 40aine aujourd'hui d'investissement, c'est quoi tes critères d'investissement? Quelque chose qui va arriver chez vous, quand vous allez faire une levée de fonds. Regardez la réponse qui vient du tac au tac de Fabrice. Ça va mettre en perspective, je vous ai raconté sur le marché et sur l'exécution. Premier critère, est-ce que votre business peut faire $1 milliard de chiffre d'affaires? Pas 15 millions, 1 milliard. En gros, 2, je veux comprendre comment vous construisez votre marge. Moi, je refais ce cours-là, comment vous construisez votre marge. Et les 9 critères sont sur son blog, vous pouvez les voir sur fabricgrinda.com. Ça répond à votre question. Il dit, je n'investis pas dans des boîtes qui demandent plus de 5 à 10 millions de dollars d'investissement. Sinon, ce n'est pas pour nous, en venture, c'est fait pour les fonds de capital développement. Il a raison, on peut lancer une boîte à 20 à 50 millions aujourd'hui, 50 000. Et après, il va vous dire, je dois aimer le produit, je dois aimer le secteur, il faut que ce soit scalable, que je puisse monter en charge. Ça, on en reparle en finance. C'est-à-dire que les coûts variables sont de plus en plus petits, donc créer une marge. Numéro 6, il faut que c'est le numéro 1, 2 ou 3 de secteur.
9 investisseurs sur 10 Ils sont réfléchis de la même manière. Donc allez voir la vidéo, c'est à partir de la minute 20 ou sur son blog là-dessus. Et je finirai avec une boutade. Vous connaissez Dilbert, là c'est Dogbert. Je vous laisse lire. C'est l'avant-dernière case qui dit « Personne n'est devenu entrepreneur après l'avoir entendu parler ». J'espère que ce ne sera pas votre cas. Et je suis open à vos questions.